Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 7 janvier 2026. Alors c'est François Ier, je crois, qui disait souvent femme varie. Donc je ne revendique évidemment pas l'aspect complètement misogyne de cette phrase, mais j'aurais envie de lui répondre si souvent femme varie, trader varie encore plus. Et en l'occurrence, je vous avais dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, que je ferais pas de market review cette semaine. Mais en fait, j'ai envie d'en faire un. Voilà, donc j'ai envie d'en faire un parce que ce que je constate quand même sur l'action du prix, à la lecture des clôtures qu'on a pu avoir, donc là, je le rappelle, on a eu quand même la clôture annuelle, ce qui est quand même très important, mais à l'occasion de cette clôture annuelle, on a également eu une clôture hebdomadaire, une clôture mensuelle, une clôture trimestrielle. Donc c'est toujours intéressant de mettre un peu le bouton pause. Je pense pas que ce soit une semaine propice à du trading, hein, la semaine de rentrée, première semaine de l'année. Mais par contre, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur l'arbitrage, de profiter de cette nouvelle année pour faire un conseil d'administration et un rendez-vous avec soi-même, je pense que c'est une bonne idée. Donc on va regarder un petit peu certaines classes d'actifs, voir un petit peu où on en est, et éventuellement, est-ce qu'on peut en déterminer un cap ou éventuellement peut-être même certaines intuitions qu'on pourrait avoir par rapport à ce que le prix est en train de délivrer. Si on commence par le chef d'orchestre, en l'occurrence le dollar, voilà ce que la clôture annuelle nous montre. Et ce que la clôture annuelle nous montre, c'est quand même intéressant, c'est qu'on n'est toujours pas sorti de ce CRT, Candle Range Theory. Si vous voyez bien, on a la bougie de 2022 qui continue à contraindre l'action du prix, donc depuis maintenant 4 ans, 3 ans, on est sur la 4e année. Et qu'est-ce qu'on a de part et d'autre de cette bougie? On a ici au nord, là il faut aller regarder en trimestriel, on a une inefficience qui n'a pas encore été travaillée, donc au-delà des 110 points. Et au sud, on a une inefficience trimestrielle qui, elle, par contre, a été travaillée. Et suite à ce travail, on voit qu'on est dans une structure qu'on peut commencer à observer en mensuel, qu'on voit encore mieux en weekly, de consolidation. Et cette structure de consolidation, elle est quand même déjà bien avancée. Et si on applique la règle des 80%, j'en ai déjà parlé, on serait, parce qu'évidemment il faut parler au conditionnel, on serait quand même pas très loin d'une résolution de cette structure de compression. La règle des 80% nous dit début mars, mais ça peut très bien être avant. En tout cas, on voit bien qu'ici l'action du prix n'a pas déterminé depuis le mois de mai une direction claire pour le dollar. Et bien évidemment, c'est ce dont le marché va avoir besoin pour se déterminer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Déjà, juste d'observer ça sur ce qu'on considère comme le chef d'orchestre des marchés, c'est-à-dire le dollar. Alors évidemment, tout ça, c'est à tempérer, sachant que la place du dollar dans l'économie mondiale, elle est beaucoup questionnée ces derniers temps, mais que les événements récents, notamment avec le Venezuela, vont peut-être rabattre les cartes. Parce que bien évidemment, le fait que les États-Unis se soient réappropriés un des plus grands gisements de pétrole mondial, avec l'impact que ça peut avoir sur le pétrodollar, bien évidemment, ça va avoir des conséquences sur cet index. Donc là, bien évidemment, on ne peut pas vraiment anticiper, mais il va falloir constater ce que le dollar nous délivre dans les semaines, voire dans les mois à venir. Et donc c'est bien sûr quelque chose qu'on va retrouver du côté de l'euro-dollar. Et là, si je dézoome un petit peu, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est également, concernant l'euro-dollar, dans un range qui est assez béant, hein, qui est assez grand, mais qui nous emmène entre en gros les 1,23 et les 0,95, que l'année 2025 a été une année de forte appréciation de l'euro, malgré la faiblesse de cette zone économique. Mais ce qu'on peut observer, c'est que, on commence à le voir en mensuel, on a ici une inefficience et un relative equal high qui n'a toujours pas été travaillé, qui pourrait nous amener, en sortie de cette autre structure de compression, au-delà des 1,19. Je dis pas qu'on va y aller, mais il est possible qu'on fasse une visite, même symbolique, on va dire, dans cette zone, et que l'euro-dollar laisse derrière lui une succession de bougies inefficientes, avec pas mal de zones à retravailler également. Maintenant, les indices. On a à peu près la même chose. La clôture annuelle, bon, elle est claire, elle est franche, hein. On a eu ici un immediate rebalance à l'occasion de cette année 2025, on le voit bien. Maintenant, si on dézoome un petit peu en trimestriel, on voit pas grand chose. Par contre, en mensuel, on peut observer ici ce CRT, et voilà ce que montre le weekly. Pareil, une structure de compression. Donc c'est bien raccord avec ce que le dollar nous montre, et voilà en daily ce que ça nous donne. C'est assez clair, hein. Vous voyez bien ici, cette structure de compression qui, si on applique la règle des 80%, serait sur le point de trouver sa résolution. Alors maintenant, on va faire une petite pause quand même sur ce que nous disent les 3 indices. Vous avez donc ici le Nasdaq,
donc indice des valeurs technologiques. On voit qu'il est en sortie de ce flux haussier, de ce V-bottom. On est ici donc sur une structure d'indétermination, de compression. C'est assez clair. Si je vais sur le SP500, on voit que là, on a une divergence haussière qui est assez marquée, donc divergence SMT, entre un Nasdaq qui a cette allure et un SP500 qui montre des signes haussiers plus évidents, on le voit bien ici. Et voilà ce que montre le Dow Jones. Le Dow Jones, il faut pas oublier que ce sont les valeurs industrielles. Voilà, donc là on a vraiment une divergence qui est très marquée. Et si j'observe ce que fait le gold, donc qui à la clôture de cette bougie annuelle nous montre une énorme bougie haussière, comme on n'a pas eu jusqu'à présent en fait, ça c'est vraiment une première. On a l'argent également qui a battu des records et on a l'uranium qui est souvent corrélé avec la demande en énergie. Demande en énergie, notamment, qu'on va pouvoir retrouver sur un autre ETF, qui est celui des valeurs liées au développement de l'IA. Alors après, je veux surtout pas être un oiseau de mauvais augure, mais ce que traduit ici cette divergence des valeurs industrielles par rapport à d'autres valeurs, l'appréciation de l'or, l'appréciation de l'uranium et l'appréciation des valeurs liées à l'IA, alors que le Nasdaq, lui, montre des signes de faiblesse par rapport aux autres indices, notamment le Dow Jones. À mon avis, ça c'est le marqueur de tension géopolitique majeure. Et c'est comme c'est souvent le cas d'ailleurs lorsque l'or s'apprécie beaucoup. Donc c'est ce qui pourrait, notamment, pas que évidemment, mais c'est ce qui pourrait expliquer que depuis quelques semaines, l'écosystème crypto ait beaucoup de mal à s'apprécier et qu'on soit dans une structure comme ça de consolidation depuis un long moment. Parce qu'en fait, les acteurs du marché semblent vouloir garder des fonds à disposition. Soit du cash avec le dollar, soit de l'or qui pourrait constituer, au-delà d'une valeur de refuge, également une valeur d'arbitrage. Ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ce qu'on peut constater, si on regarde le COT, et là on a eu la dernière mise à jour qui date du 30 décembre, c'est qu'on a eu un très très léger infléchissement de l'engagement institutionnel. On était à 240 000 contrats lors du dernier rapport, et là on est passé à 231 000 contrats, donc on a perdu à peine 10 000 contrats, ce qui est rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu probablement quelques prises de profit. On peut observer une baisse de l'open interest, une très légère baisse, mais les commerciaux continuent à renforcer leur hedge sur le gold. Donc ça, concrètement, ça signifie que les institutionnels pourraient avoir anticipé une petite correction sur l'or, mais qu'ils restent massivement quand même engagés en net long avec 231 000 contrats sur cet asset. Donc pour l'instant, ils n'anticipent pas de baisse de l'or, mais plutôt probablement une consolidation ou une légère correction. Alors concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il va falloir un petit peu naviguer à vue là, à mon avis, en ce début d'année, notamment ce premier trimestre, et que c'est donc extrêmement compliqué d'anticiper ce que le marché va nous délivrer dans les semaines ou les mois à venir. Et on le voit bien dans l'écosystème crypto, On voit ici une structure d'attente, en fait. Ce qui pourrait être un petit peu inquiétant, c'est effectivement, et dont on en a parlé dans beaucoup de ces briefs, c'est que le marché ne soit pas venu s'occuper de ces relatives equal low ici. Donc d'un côté, on a les 80 645 sur le CME et là les 81 610. C'est vrai que ça aurait été quand même bien plus engageant que le marché soit venu s'occuper de ce plus bas. Et ça me rappelle, là c'est un type de fractal dont je suis pas forcément fan, mais bon, il faut quand même en parler. Ça me rappelle ce qu'a pu délivrer le marché en novembre 2021 et regardez ce qui s'est passé en janvier 2022. On voit que le marché a laissé un relative equal low ici, exactement comme là. On a eu un léger mouvement haussier de l'ordre de quand même 30%, même si c'est les cryptos, c'est quand même significatif. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le marché est venu s'occuper de cette zone. Voilà, donc c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Pour l'instant, ici, on est sur une hausse sur Bitcoin de presque 20%, 17%. On a ici des zones à retravailler, mais là, il va vraiment falloir être très prudent, très attentif à ce que le Bitcoin va nous délivrer lorsqu'il va venir travailler par ici. S'il y va, évidemment. Parce qu'on pourrait très bien observer quelque chose de cet ordre-là, un mouvement baissier, une structure de consolidation et après, Inch'Allah. Donc je dis pas que c'est ce qui va arriver. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à un commentaire que j'ai vu il y a pas très longtemps sur les briefs. Alors pas les miens, mais ceux de Tonton, d'un membre qui disait tu devrais commencer par dire que tu t'es trompé. Sous-entendu, c'est pas honnête, etc. Alors faut bien comprendre que en trading, la principale activité d'un trader, c'est se tromper. La preuve d'ailleurs, j'ai publié récemment les résultats de nos algorithmes pour 2025 et on a un algo, en l'occurrence SPT, qui a fait presque 100 R dans l'année et qui malgré tout s'est trompé
presque 2 fois sur 3. Donc le problème en trading, c'est pas de se tromper, ça fait partie du game. C'est un peu comme lorsque vous apprenez à faire du judo, la première chose que vous apprenez, c'est à tomber sans vous faire mal. Ben, un trader, en fait, il doit mettre en place un plan et prévoir avant toute chose l'invalidation de ce plan. Et l'invalidation de ce plan ne veut pas dire un échec, ça veut juste dire que cette invalidation, additionnée à toutes les autres validations que le trader va pouvoir avoir, vont générer des profits. C'est ça qui est important. Donc, reprocher à un trader de se tromper, c'est un faux combat, c'est un faux problème. Parce qu'un trader doit se tromper. Parce qu'encore une fois, et c'est ce que j'essaie de démontrer lorsque je fais des market reviews, il est impossible de prévoir ce que va faire le prix. Par contre, il est possible d'élaborer des scénarios et de prévoir à l'avance le comportement que l'on va adopter en fonction de la validation ou de l'invalidation de ces scénarios. La validation, ça veut dire à quel moment je prends mes profits. L'invalidation, c'est simplement je perds ce que j'avais prévu de perdre sur l'invalidation de ce plan. Ça, c'est très important. Donc là, ce que le marché nous dit actuellement, c'est qu'il faut, je pense, prévoir du carburant. Et ce carburant, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur l'arbitrage, ça va être du cash, mais ça va être également ce fameux arbitrage dont je parle. Donc du cash, évidemment, il faut en avoir, mais en ce qui me concerne, ça va pas forcément être mon premier réflexe lorsque je vais vouloir engager des liquidités sur un asset. Par exemple, je vais aller voir du côté de l'or, parce que ça reste quand même une ligne importante de mon portefeuille, et je regarde combien l'or occupe sur ce portefeuille, et éventuellement, je vais pouvoir, surtout si mes investissements en or, ils sont à travers un ETF, par exemple, un ETF qui est très liquide, je peux tout à fait alléger cette ligne pour la réengager ailleurs. Ça, c'est une chose. Je peux tout à fait prendre sur mon cash disponible pour aller l'engager sur un asset, parce qu'il est sur des niveaux que j'estime intéressants. Et je peux aussi, et là je vous renvoie encore une fois sur ma vidéo sur l'arbitrage, faire ce qu'on appelle de l'inflow rebalance, c'est-à-dire que je rééquilibre mon portefeuille, non pas en allégeant des lignes qui peut impliquer sur la finance traditionnelle le passage par la taxe, mais renforcer une ligne parce que je vais surpondérer un asset par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça que si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous encourage en ce début d'année à regarder et à étudier cette vidéo, évidemment à faire vos propres recherches parce que j'ai certainement pas la prétention d'être exhaustif sur ce sujet de l'arbitrage. Mais pour moi, c'est vraiment un sujet qui est primordial dans la gestion de votre portefeuille. Je vais m'arrêter là, on reprendra les analyses la semaine prochaine très probablement et je vous dis à très vite.